Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à attendre cette nouvelle édition. Et pour cette édition, effectivement, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. Alain Huart. C'est carrément un Congolais qui vit ici depuis des années, bien qu'il soit blond. Bonjour Alain. Bonjour Alfredo, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Absolument, 40 ans de Congo. Ah voilà, 40 ans au Congo. Et c'est carrément un Congolais qui a parcouru les Congos de fond en comble. Oui, j'ai eu la chance de faire beaucoup de missions et de parcourir énormément de toutes les provinces et beaucoup de territoires. Et donc toujours bien accueillis parce que les Congolais sont des gens extrêmement hospitaliers, toujours bien encadrés parce que comme j'ai formé des gens à la faculté à Lubumbashi pendant 7-8 ans, je retrouve des anciens élèves partout qui sont aujourd'hui en responsabilité. Donc en général, je suis chez moi partout et je découvre des choses sensationnelles que les Congolais veulent bien me montrer. Alors, bien avant d'aller très loin, je voudrais quand même que tu puisses te présenter. Tu sais, Alain, nous, on se tutoie les week-ends. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc j'ai une carrière assez longue. Je ne vais pas faire un étalage complet de ça, mais il est vrai que mes spécialités, c'est le développement durable, c'est le monde rural, c'est la dynamique communautaire, et c'est d'essayer de trouver pour les paysans des solutions qui leur permettent de mieux vivre, avec une agriculture sédentarisée, plus performante, avec une prise en main de leurs propres forêts pour créer des revenus et pour les protéger. Donc que la terre rurale revienne aux Congolais, qu'ils en fassent meilleur usage, qu'ils vivent mieux, que leur filière agricole soit plus performante. Et que comme notre pays est très vaste, nous avons des problèmes de gouvernance un peu partout. Dès lors, il faut s'atteler à ce qu'on appelle les plateformes multi-acteurs. La question c'est, quand on reçoit un appui d'un partenaire ou d'un bailleur pendant 3, 4, 5 ans, comment est-ce qu'on capitalise les acquis d'un projet après cet appui? Et la réponse, c'est la gouvernance multi-acteurs, c'est l'ensemble des gens qui, localement, ont reçu le projet et sont capables de le pérenniser, sont capables de le faire vivre au-delà. Donc ça concerne les communautés, ça concerne les paysans, ça concerne l'administration locale ou provinciale, ça concerne des ONG spécialisées, ça concerne des entreprises privées. C'est un ensemble d'acteurs qui qui prennent vraiment en main l'acquis de ce qui a été fait avec eux et qui le font vivre plus loin. Est-ce qu'il y a des projets comme ça au Congo qui ont été programmés par Bien sûr. Par n'allons pas loin. Prenons le projet de Mampu, qui est un projet agroforestier qui a commencé en 1989. En 1991, il a été réorienté. Et aujourd'hui, il existe toujours. Il est toujours actif. On voit sur 6000 hectares autant de fermiers qui pratiquent l'agroforesterie. Donc 30 ans plus tard, le projet est autonome, il ne bénéficie plus de financement depuis longtemps, il fonctionne. Donc nous devons faire l'inventaire dans ce pays qui est très vaste des projets qui fonctionnent. Allez à Luki, il y a 8000 hectares en régénération naturelle entretenus par la population, ça fait 1 an qu'ils n'ont plus reçu d'argent. Et pourtant ils s'occupent de leurs espaces et ils sont en train de créer des forêts à partir de la savane arbustive. Donc oui, ces exemples existent, sont très abondants. Les filières café, cacao à l'est du Congo, dans les Kivu, sont très dynamiques, avec des gens qui ont des revenus, qui produisent des cacao export de bonne qualité. En tout cas, les exemples réussis sont nombreux. Mais comme notre pays est très grand, et comme aller partout coûte cher et est complexe, nous n'avons pas toujours cette image-là. Et donc c'est aussi un peu le travail que j'essaie de faire, c'est d'essayer de donner une image un petit peu complexe et globale de ce pays pour nous donner de l'espoir et de l'espérance. Alain Huart, 40 ans en RDC, qu'est-ce qui te fascine dans ce pays ? En tout cas, ce qui fascine, ce sont les Congolais. C'est pour ça qu'aussi il faut leur parler d'eux. C'est la capacité des Congolais à inventer, c'est la capacité des Congolais à résister aux conditions difficiles, c'est la fierté des Congolais dans leur milieu rural. Vous allez en profondeur dans le Congo, vous allez toujours rencontrer des gens qui sont fiers de leur terroir, de ce qu'ils font. Ils sont peut-être démunis, ils sont peut-être pauvres, ils n'ont peut-être pas forcément assez d'argent pour couvrir des besoins de base, mais ils ont cette fierté et aussi ils vous accueillent. Ils vous accueillent et puis moi en tout cas je travaille avec les Congolais depuis 40 ans et je n'ai pas à le regretter. J'aime vraiment travailler avec les Congolais, je pense qu'on construit des choses vraiment très intéressantes, qu'il y a un dynamisme, qu'il y a une intelligence et qui fait qu'on a des résultats ensemble. Alain Huart est en même temps photographe, auteur. Parlez-nous un peu de votre carrière de photographe et aussi d'auteur, avant qu'on aborde cette question de ces nouveaux livres que vous venez de publier aux éditions Werich. Bon, il faut dire que pour la petite histoire, mon papa était aussi un technicien photographe et il y avait un laboratoire photo dans la maison, dans la donc cave. c'est dans les sangs. Donc c'est déjà un peu ancien. Et bon, donc j'ai toujours été un fanatique de photo.
Quand je suis arrivé en 1980 au Congo, j'avais un laboratoire photo que j'ai amené avec moi. Donc c'est quand même une histoire longue, mais le numérique m'a ouvert la voie à autre chose. Parce qu'effectivement, l'enjeu pour moi, c'est que quand je vais à l'intérieur du pays, je ne vais pas pour faire des photos. Je vais pour rencontrer des gens, je vais pour leur apporter des solutions, je vais pour les écouter, je vais pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et donc les temps où j'ai pour faire des photos sont extrêmement limités. Et donc de ce fait, il faut vraiment aller vite, avoir du bon matériel. Et le fait que je sois toujours accueilli par les Congolais facilite les choses, parce que très naturellement, les Congolais me montrent les belles choses. Et vous savez, dans le secteur agricole et de la ruralité, on voit énormément de belles choses que font les Congolais. Très bien. Mais vous mettez beaucoup plus d'accent sur l'agriculture. Est-ce que vous êtes aussi agricole? Bon, je suis vétérinaire de formation, je suis agronome autodidacte, on va dire comme ça. Et donc je suis passionné d'agriculture. Vous savez que l'essentiel de l'activité de la population dans le monde rural, c'est l'agriculture. Il faut se nourrir, il faut nourrir aussi les centres urbains. Et donc pour moi, le problème de ce pays est d'abord sur le plan agricole. Comment est-ce qu'on peut faire sortir ces 7 millions de familles rurales qui vivent de cette agriculture d'autarcie, comment est-ce qu'on peut les faire sortir de la pauvreté, comment est-ce qu'on peut faire qu'elles soient plus à l'aise dans leur milieu, qu'elles mettent en valeur ce milieu rural, que l'on puisse aussi freiner ou arrêter cet exode rural qui fait qu'on arrive à faire grossir des villes comme celle de Kinshasa qui devient une mégapole de plus de 15 millions d'habitants. Donc je pense qu'il y a vraiment une urgence de remettre la ruralité au cœur du projet de société congolais. De même que les villes qui ont des supermarchés avec des produits qui sont importés, ça n'a pas de sens. Il faut que les villes aient des produits qui proviennent des campagnes, qui créent de la valeur ajoutée pour les paysans. Exactement. Donc effectivement, oui, j'ai une passion pour l'agriculture et le paysanat, parce que je pense que c'est ça qui peut orienter le Congo vers un développement durable aujourd'hui et demain. Alors, Alain Huart, on parle aujourd'hui de votre livre que vous venez de publier aux éditions Werich, Congo, Peuple et Forêt. D'abord, félicitations pour cet ouvrage. Merci. C'est quand même une œuvre d'esprit qui inspire davantage. Mais je voudrais, avant de rentrer à l'intérieur de ce livre, savoir quelle a été la motivation pour vous, pour toi bien sûr, comme je l'ai dit le week-end, on s'est tutoyé. Quelle a été ta motivation pour se lancer ces défis et réaliser cet ouvrage? Bon, Alfredo, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je publie beaucoup, ça fait déjà une quinzaine d'années, donc je voulais faire un livre de synthèse et je voulais faire un livre qui rassemble l'essentiel des choses qui concernent la population, la forêt et l'agriculture. Le mot agriculture ne figure pas sur la couverture, mais c'est évident que quand on va ouvrir le livre, on va le voir pratiquement partout. Parce que ces gens qui vivent dans la forêt, ils doivent aussi se nourrir, ils vivent aussi d'agriculture. Donc d'abord, j'ai voulu mettre le Congo à l'honneur dans sa réalité. Vous savez, on parle plus du Congo par rapport au M23, par rapport à l'insécurité, par rapport à ceci, cela. Non, le Congo est un pays beau, fier, où il y a plein de choses à découvrir. Et donc je voulais faire un livre qui est beau, mais qui n'est pas beau artificiellement, qui montre la beauté naturelle de ce pays. Et donc si on peut dire, la première chose que les gens voient, c'est la beauté, les photos de ce qui se passe. Donc il faut aussi toucher les gens par la beauté, il faut toucher les gens par la fierté. Il faut donner l'occasion aux Congolais de comprendre mieux leur pays, d'en avoir une synthèse. Et quand on comprend mieux son pays, on a une fierté renouvelée. Et à travers de cette fierté, on peut construire du développement durable. C'est ça ma démarche. Très bien. Donc Congo, Peuple et Forêt. Et là, sur la couverture, c'est une jeune fille avec un arbre qui pousse sur son visage. C'est quoi les messages que tu veux passer par là? C'est une mixité, donc vous voyez, j'aurais pu être un naturaliste et j'aurais fait des photos de forêt sans montrer les gens. De même que vous avez parfois des projets de conservation qui sont accusés de protéger la forêt sans regarder les populations. Moi, mon message, c'est que tout passe par la population. Si vous ouvrez le livre, vous allez voir des photos de la population. Il y a bien sûr les forêts, mais donc pour moi, c'est indissociable. En plus, nous sommes dans un pays où le problème et la solution de la déforestation, c'est la population. Nous ne sommes pas dans un pays où des sociétés multinationales, comme en Indonésie ou au Brésil, ont déjà envahi la forêt, sont déjà en train... Non, en fait, notre forêt est encore dans les mains des communautés, est encore dans les mains de la population, mais par sa pauvreté, elle est obligée d'avoir certains réflexes qui ne sont pas conservateurs de la forêt. Elle brûle notamment pour faire de l'agriculture itinérante sur brûlis. Et donc cette population, par petites doses, occasionne certains dommages de la forêt qu'il faut présenter, qu'il faut mettre sur papier
pour expliquer clairement et pour dessiner mieux les solutions qui peuvent se faire. Mais il y a une chose que tu viens de dire qui m'a tiqué un peu, c'est le fait que tu dises que tous les projets mis en place ont des problèmes avec les communautés. Donc dans la mesure où on constate par exemple les projets de conservation, les projets de ceci, de cela, il y a toujours des problèmes avec les communautés. Pourquoi ces problèmes? Est-ce que c'est parce que les communautés n'étaient pas associées en amont de ces projets, ou bien c'est parce que les communautés ne veulent pas s'adapter aux réalités de ces projets? Je pense que c'est pertinent ce que vous dites. Bon, et on ne va pas le mettre comme une généralité, parce qu'il y a des projets où il n'y a pas de problème particulier avec les communautés, mais quand même c'est assez fréquent, vous avez raison. Et donc aussi dans le domaine de la conservation, il peut y avoir des opérateurs on va dire internationaux qui viennent ici et qui vont mettre l'accent sur la protection des forêts, qui vont mettre l'accent sur des mécanismes, même de foresterie communautaire, sur les documents, sur les processus. Tout va se faire dans les règles, mais au bout du compte, qu'est-ce que reçoit la population? C'est très peu d'argent, ou c'est très peu de moyens, ou c'est très peu d'appui. Et cette population voit se déployer des projets, des moyens, pendant des années, et elle, à la portion congrue, elle reçoit très peu, et donc elle génère des frustrations. Et de ces frustrations va naître un besoin de revendiquer, un besoin de critiquer de manière tout à fait justifiée. Aujourd'hui, le libre consentement préalable mutuel est une démarche préalable de tous les projets, mais ce n'est pas simplement arracher un clip, ce n'est pas seulement arracher une signature sur un papier, c'est un travail en profondeur avec les communautés. Ont-elles envie de faire cela avec elles? Et on ne vient pas de l'extérieur leur imposer quelque chose, on vient d'abord les écouter. Un libre consentement mutuel, c'est quelque chose qui prend des semaines et des mois, c'est quelque chose qui demande des réunions approfondies. Après, bien sûr, il y a un document tel que c'est prévu même par la loi, mais il faut faire un processus où les communautés sont réellement adhèrent parce que ce qu'on vient leur proposer est une combinaison entre ce qu'ils ont, leur savoir-faire, leur savoir-être, leur patrimoine, et une technicité congolaise, peut-être étrangère, qui vient, et des moyens financiers qui vient leur apporter quelque chose. Et donc cette démarche-là doit être beaucoup plus approfondie, beaucoup plus systématique, et il faut que les organes tiers qui sont associés, c'est-à-dire l'administration locale, c'est-à-dire les ONG d'appui, c'est-à-dire, pourquoi pas, les paroisses locales, les organisations paysannes. Il faut que toutes ces structures de réception des appuis et des moyens de projet et qui vont accompagner se sentent aussi mieux concernées dès le départ. On ne fait pas un projet en vase clos, en équipe projet avec des gens recrutés, peut-être à Kinshasa et ailleurs, dans un coin perdu du Congo. On fait ce projet pendant 3-4 ans et quand c'est fini, on dit voilà, c'est fini, on remet tout et on s'en va. Ça, c'est pas du développement, ça. Exactement. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Donc il faut du développement. Et pour arriver à établir ce développement, il faut aller en profondeur. Alors, vous, dans ce livre, vous dites les destins des forêts et celui de l'humanité sont irrémédiablement liés. C'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire que vous et moi sommes des hommes, sommes de la catégorie des mammifères, si on peut dire, et nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous nourrir sur la nature, nous avons besoin de manger des végétaux, de la viande, des fruits, une gamme de produits. Mais les arbres, comme celui qui nous protège aujourd'hui du soleil, eux, ils se nourrissent simplement du soleil, de l'énergie, et ils transforment cette énergie en matière carbonée et autres qui nous sert à tous et qui produit l'oxygène que nous respirons. Donc l'idée, c'est que les arbres, depuis des millénaires et des millénaires, ont créé l'atmosphère qui est la nôtre sur la planète. Sans les arbres et sans la végétation au sens large et sans les algues dans les océans, nous ne pourrions pas vivre, il n'y aurait pas de vie sur Terre, il n'y aurait pas de vie animale sur Terre. Et nous sommes tous au crochet d'eux, nous dépendons d'eux. Vous voyez? Alors donc ça veut dire qu'il faut absolument créer un équilibre, parce que ces 50 dernières années, on a détruit énormément de forêts partout dans le monde. Et nous sommes dans une pente descendante de disparition de la biodiversité végétale et animale qui devient très dangereuse. Vous voyez? Et l'homme a imposé ses propres animaux, les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres, les poulets, alors que la faune sauvage est en déclin. Justement, l'idée c'est d'arriver à ne pas mettre la main sur la faune sauvage, comme ça c'est servir de la faune qui est domestique. Bien sûr, mais on doit aussi, c'est un autre débat qu'on peut avoir dans une autre émission, on doit aussi réorienter l'alimentation humaine pour ne pas être extrêmement dépendante de produits animaux qui sont consommateurs de quantités énormes d'eau, d'oxygène, etc. Mais le principe de base de ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre sur cette planète sans préserver les forêts.
Or, ce que le livre démontre aussi, ce que la tour afflue à Yangambi démontre aussi, c'est que la dernière grande forêt équatoriale active, plus ou moins intacte de la planète, ce n'est pas l'Amazonie, ce n'est pas l'Indonésie, c'est le bassin du fleuve Congo. Oui. Avec la RDC qui occupe 55% de cette forêt, avec le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, un peu la Centrafrique. Donc le bassin congolais, c'est aujourd'hui un bassin qui a un bilan carboné bien supérieur à celui de l'Amazonie, qui capte du carbone, qui restitue du CO2, qui participe à l'équilibre, sans parler que cette forêt occasionne la pluviométrie au Congo, mais dans tous les pays riverains du Congo. S'il pleut en Tanzanie, en Zambie, en Angola, c'est grâce à la forêt du Congo. Il faut bien se rappeler de ça. Mais on a l'impression que ces rôles que jouent les forêts du bassin du Congo n'est pas très bien représenté dans les négociations. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue que moi. Oui, je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous suis sur les WhatsApp, je vois toute la dynamique de la société civile congolaise, la coalition contre l'exploitation illégale du bois, il y a un très grand dynamisme qu'on a vu émerger ces dernières années. Il y a Green Journalist Network qui vont nous suivre aujourd'hui, il y a donc votre agence Environ News. Et donc effectivement, il y a un travail à faire de conscientisation de ces enjeux. Je pense que, vous savez, dans une situation très complexe et dans un pays très complexe, on aurait tendance à espérer des solutions un peu immédiates et rapides, des solutions qui tiennent en 2-3 mots. Mais ces solutions n'existent pas. Les solutions sont complexes. C'est-à-dire que mon livre a voulu montrer, simplifier cette complexité et donner un panorama pour que les gens comprennent les dangers, les solutions et voient plus clair. Vous voyez, aujourd'hui, les solutions, c'est un dosage de préservation de forêts, c'est un dosage de régénération des forêts, par les mises en défense, protection des feux, c'est un dosage d'agroforesterie, les exemples abondent, c'est un dosage d'agriculture sédentarisée, avec les cultures pérennes, le café, le cacao, le palmier, ce sont des jardins de casse que les mamans ont à côté de leur maison, c'est du bois énergie fait d'une autre manière, donc c'est un ensemble de solutions. Et ces solutions-là, c'est former les jeunes dans les écoles pour qu'ils soient prêts à s'investir dans le milieu rural. Donc vous devez construire un ensemble de solutions dans chacune des régions, dans chacun des territoires, dans chacun des secteurs. Et c'est ça qui est compliqué, parce que peut-être qu'on fait des choses qui sont très bonnes, mais elles sont un peu disparates, parce que notre pays est très grand. Exactement. Et les besoins sont énormes. Donc du coup, on a la sensation de ne pas avoir des solutions complètes. Mais non, si on combine toutes les bonnes choses qui se font au Congo et qu'on essaye de les rassembler dans un exposé clair, on se rend compte que c'est beaucoup moins préoccupant qu'on ne le pensait et qu'il y a des paquets de solutions connues, mises en place, que les gens se sont appropriées. Et c'est ce que mon livre tente de démontrer d'une certaine manière dans les moyens, le nombre de pages que j'ai pu avoir à disposition. Mais à ce niveau-là, d'où viennent les faiblesses? Parce que quand vous dites que le pays est vaste et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière disparate et qu'on ne parvient peut-être pas à mettre tout ensemble pour se donner une idée, c'est que quelque part il y a une faiblesse. Et selon vous, selon les parcours que vous avez menés sur l'ensemble du pays, à quel niveau vous situez les différentes faiblesses? Bon, vous savez, là vous me demandez de faire un résumé en 2 mots, c'est compliqué. Hein? Je pense que le pays a voté une loi mère qui s'appelle la Constitution et que dans cette Constitution, il y avait un processus qui a d'ailleurs été suivi les premières années et qui a occasionné les 26 provinces qui s'appelle la décentralisation. Donc nous sommes un pays qui est très très vaste. Donc si vous pensez que le développement va venir par un souffle de dynamique qui part de Kinshasa, je pense que les années du régime Mobutu et d'autres ont déjà prouvé que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si on a si on a conçu une nouvelle constitution, si on a conçu la décentralisation, ben, c'est absolument clair qu'il faut passer par là. Cette décentralisation, cette loi, ça fait au moins 15 ans que ça a été fait. Mais aujourd'hui, quels sont les moyens que les provinces ont pour leur propre développement? Ces moyens sont dérisoires. Quelle attention est-ce qu'on apporte aux administrateurs de territoire qui font un travail remarquable? Comment est-ce que même un agent chef de secteur ou un chef coutumier de chefferie a un peu de moyens pour fonctionner? C'est ça la réponse. Alors maintenant, si l'État n'a pas ces moyens, ne le développe pas à un niveau décentralisé aux différents niveaux où ça doit se faire, et que finalement ce sont des partenaires, des bailleurs, des agences qui viennent se substituer, mais alors on le fait dans quel ordre? On le fait dans quelle synergie? On le fait dans quelle coordination? Et comment est-ce qu'on capitalise les résultats? Comment est-ce qu'on fait le suivi-évaluation? Parce que chaque partenaire a ses intérêts, il a sa vision, ainsi de suite. Bien sûr. Donc maintenant, vous comprenez que on vit avec cette situation, on en est dépendant. Peut-être que sur 26 provinces du Congo, il y en a 15 ou 20 qui vivent plus des moyens, des projets et des partenaires que de l'argent de l'État. Mais alors, comment est-ce qu'on le fait? Et quelle gouvernance multi-acteurs peut accompagner ces processus?
l'argent est rare. Si l'argent vient, il vient pendant un projet dans une durée de 4 ans, 5 ans, parfois plus. Mais comment est-ce qu'on capitalise le résultat de quelque chose qui est venu pendant 4-5 ans? Comment est-ce que ce résultat est une forme d'appropriation de ce qu'on voulait, des problèmes que nous avions sur le terrain, et n'est pas une externalité qui n'a rien à voir avec les modes de vie des gens, de ce qu'ils vivent, de leurs problèmes? Et comment est-ce qu'au bout du compte, quand l'argent n'est plus là, on continue sur un chemin de développement? Vous voyez qu'à l'échelle du pays, c'est un travail gigantesque. Avant de revenir dans les livres, quand même, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la décentralisation. Aujourd'hui, avec le programme de développement à la base des 145 territoires, selon vous, qu'est-ce que l'État congolais peut faire, en tant qu'expert bien sûr, quel serait votre conseil pour que l'État puisse profiter de cette occasion et redynamiser justement ce processus de décentralisation? Bon, il m'a été donné d'être sur le terrain, donc j'ai vu un peu le déroulement de certaines phases de ce projet des 145 territoires. Si je ne me trompe pas, c'est un projet relativement générique sur l'éducation, les écoles, les bâtiments administratifs, des choses comme ça. Donc pour moi déjà, un projet générique, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que les besoins du Nord Kivu n'ont rien à voir avec ceux du Bas-Congo, n'ont rien à voir avec la Tchouapa, n'ont rien à voir avec des coins reculés du Katanga. Donc je pense qu'un projet comme celui-là, je serais très preneur d'un projet pour chaque territoire, mais alors qu'il y a un vrai travail qui se fasse dans chaque territoire, avec les autorités bien sûr, l'administrateur du territoire et son équipe, mais avec les populations, avec les bénéficiaires, les communautés, pour dire dans notre territoire, quelle est l'urgence, quel est le besoin. Dans certains endroits, on va construire une école à côté d'une autre, et finalement les gens vont hésiter, après les enfants vont aller dans quelle école? Est-ce qu'on a apporté du développement quand on fait cette démarche? Donc je pense qu'on doit comprendre que les choses ne sont pas si simples et qu'il faut aller dans une certaine dose de complexité et qu'il faut travailler avec la population. Donc je suis très preneur d'un projet de 145 territoires, mais alors qu'il y a un vrai travail en amont d'identification, de formulation des besoins, sans exagération, parce qu'évidemment les budgets sont limités, et que chaque territoire puisse s'autodéterminer pour dire « nous, notre priorité, c'est ceci ». Et alors quand les gens vont recevoir des moyens qui concernent leurs priorités, ils vont se sentir responsables, ils vont se sentir investis, et le résultat que l'on a sera meilleur. Super. Alors, dans ces voyages, vous nous dites il y a de l'héritage. Alors, quel est l'héritage au cœur de la machine climatique, la tourbière? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cet héritage que vous nous présentez dans cet ouvrage de 230 pages à peu près, hein? Oui, en fait, j'ai fait un espèce de parcours chronologique. Ouais. Donc, vous savez que le Congo a eu un passé agricole glorieux. Il y avait un centre de recherche à Yangambi qui était connu comme dans le monde entier. Aujourd'hui, d'ailleurs, il redevient connu. Et donc, j'ai voulu un petit peu puiser des sources d'héritage, comme j'ai voulu aussi faire un chapitre sur la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est les enfants, des photos des enfants qui vivent dans la forêt, qui jouent, qui créent leurs petits jouets avec du raffia, des choses comme ça. Donc, j'ai voulu que l'on sente cette ruralité telle qu'elle est, telle que les Congolais de peut-être aujourd'hui 30, 40, 50 ans ou 70 ans ont connu quand ils étaient jeunes. Je voudrais qu'ils retrouvent, qu'ils se ressourcent dans ce livre et qu'ils retrouvent le milieu originel. Je veux que les gens se disent, vous savez, tous les Congolais sont nostalgiques des endroits où ils sont nés, des coins où ils sont nés, du village. On parle du village avec beaucoup d'émotion. Ouais. Je veux redonner de l'émotion. On est très rattaché à nos villages. Absolument. Donc je veux travailler là-dessus et je commence ce livre sur cet ancrage au village en quelque sorte, cet ancrage aux racines. Super. Et là, dans cet ancrage, vous mettez au cœur même de cet ancrage la jeunesse. Absolument. Pourquoi la jeunesse? Ben écoutez, la jeunesse, c'est celle qui fait le pays de demain. La jeunesse, vous savez, nous avons la population la plus jeune du monde. Ouais. Nous avons plus de 60% des gens qui ont moins de 18 ans. Donc si nous ne construisons pas ce pays avec la jeunesse, nous ne le construirons pas. Et donc cette jeunesse aujourd'hui, elle va devoir s'investir dans tous les domaines. Mais elle va devoir avoir des compétences pour le faire. Elle devra avoir accès à des écoles. Il ne faut pas seulement parler des universités et autres, mais il faut aussi parler des écoles techniques agricoles de proximité. Donc il faut que cette jeunesse ait les moyens de développer des métiers qui vont leur correspondre, des métiers verts par exemple, où ils vont pouvoir à la fois s'épanouir, gagner leur vie, et à la fois être au service du pays et de la protection de l'environnement et de son développement durable. Et là, ça nous ramène justement dans les solutions. Parce que vous évoquez également les solutions. Quelles sont les solutions que vous avez découvertes sur le terrain et comment ces solutions sont implémentées pour protéger les forêts? Voilà, le chapitre solutions est le plus gros chapitre du livre. Il est très développé, il y a plus de 50 pages, et donc il y a des témoignages. Donc j'ai essayé de faire un compte-rendu de tout ce qui se passe de gauche à droite. On va au Kivu, aujourd'hui le café Arabica de spécialité,
s'exporte, est connu dans le monde entier pour sa qualité, avec des labels Fairtrade, des labels de qualité. Et même s'il y a, de l'insécurité là-bas, les producteurs de café ont des résultats extraordinaires. J'ai été bien sûr dans la préservation des forêts avec la foresterie communautaire. Vous savez que c'est un processus qui est jeune dans ce pays, qui date de quelques années. Mais on voit maintenant, il y a 3,5 millions d'hectares qui sont dans les mains des communautés qui, au travers d'un plan de gestion, qui, au travers d'un inventaire multiressources, prennent en main le destin de leur communauté, de leur environnement. Et ça, il faut aller le rencontrer. Il ne faut pas seulement le découvrir au travers de papier. Donc, j'ai visité des endroits au Katanga, j'ai visité des endroits un peu partout où j'ai pu rencontrer ces communautés, notamment à proximité des parcs. Et mon projet actuel avec l'Union européenne m'a aidé aussi à faire ce travail-là, puisque c'est aussi la quintessence de mon travail, je dirais, officiel, d'appui au projet de l'Union européenne et des aires protégées. Et donc, vous comprenez que cette dynamique de solutions où on aide les gens à la fois à préserver leur forêt, peut-être à la régénérer quand c'est possible, comme à Luki, un autre projet de l'Union européenne, ou de pratiquer des modèles agricoles sédentarisés comme le café, le cacao, le palmier, sans négliger les jardins de cases des mamans, sans négliger des espèces de reforestation avec des essences nobles, avec des arbres qu'on va pouvoir couper pour produire de l'argent, comme les eucalyptus au Kivu. Donc voilà, j'ai voulu faire un panorama de solutions et ne pas me contenter d'une région, mais aller dans plusieurs régions du pays et montrer, voilà, à l'Équateur c'est plutôt ceci, au Katanga c'est plutôt cela, au Kivu c'est plutôt cela, dans le Congo c'est encore différent. Et donc voulu présenter une palette de les solutions. Ce n'est pas complet, ce n'est pas exhaustif, il faudrait faire un livre beaucoup plus volumineux, mais au moins j'ouvre le lecteur à cette palette de solutions. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ces solutions sont efficaces? D'autant plus que les forêts congolaises disparaissent chaque année. Il y a plusieurs hectares de forêts qui disparaissent. Mais est-ce qu'à côté de ces disparitions, des solutions qui sont donc proposées sont efficaces? Selon votre analyse, bien sûr. Oui, le problème de notre pays, c'est sa taille, sa dimension géographique et aussi l'enclavement, la dispersion, le fait que c'est compliqué d'aller partout. Et donc, nous avons dans ce pays un ensemble de solutions. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez au Burundi et que vous visitez des activités agricoles au Burundi, on vous fait un programme d'une semaine, vous circulez dans le petit Burundi et on vous montre plein de choses. Mais avec une semaine, si vous circulez dans la RDC, vous allez voir quoi? Rien. C'est donc, juste les Luki. Voilà, donc c'est pour donner une image, pour dire que c'est un peu compliqué. Ouais. Et puis vous savez, chacun a besoin de se rassurer. Tout le monde veut vérifier, c'est normal quelque part. Tout le monde veut voir de ses yeux ce qui est bon. Mais comme c'est dispersé, c'est complexe. Donc j'en viens à la réponse à la question que vous m'avez posée. Le problème, c'est la mise à échelle. C'est-à-dire, si on avait réussi des choses par-ci, par-là, il ne faut pas les abandonner à la fin d'un cycle de projet. Il faut les capitaliser, il faut les mettre à échelle. Si on a réussi une agriculture sédentarisée avec 2000 fermiers, bravo, mais 2000 c'est peu. Si on peut réussir avec 2000, on peut aller avec 20 000. Je prends l'exemple de la culture de cacao, sans rentrer dans les détails. Mais on estime que ces 10 dernières années, il y a 50 000, 60 000 nouveaux planteurs de cacao qui se sont installés en Ituri, au Nord Kivu, dans la Tshopo, principalement. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une dynamique réelle parce qu'on parle de 60 000. Demain, 100 000. Les exportations de cacao de la RDC, prenez les statistiques, sont en montée exponentielle. Donc, il y a des nouvelles intéressantes qui méritent une attention, qui méritent de voir comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut accompagner l'émergence de la culture de cacao, puisque la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais la production est en déclin pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer, et la RDC a un potentiel qui est 5 à 6 fois la Côte d'Ivoire, donc elle peut devenir le premier exportateur de cacao d'ici 20-30 ans. Et quel est ce chemin? Comment elle va le faire? Ça nécessite une analyse complète et complexe. Dans le processus des forêts communautaires que vous avez à cette page devant nous, eh bien vous voyez, les communautés se réunissent, travaillent ensemble et elles vont aussi mettre en place, pourquoi pas, des filières sur les produits forestiers non ligneux. Elles vont mettre en place de l'écotourisme. Donc il faut aussi développer des activités génératrices de revenus qui sont liées à ces communautés. Mais comme ces 3,5 millions d'hectares sont dispersés, il y en a partout, il y en a pratiquement dans toutes les provinces forestières, il y en a même au Congo, il y en a au Congo central, il y en a en Ituri, il y en a en Équateur, il y en a beaucoup, c'est un berceau, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans la Tshopa, il y en a dans la Tshopo, il y en a un peu partout. Mais ces expériences-là, comment voulez-vous que
cette communauté qui se trouve près de Bandaka entre en contact avec une communauté qui se trouve près de Kolwezi? C'est compliqué, vous voyez? Alors, quelque part, il faut amener, par exemple, les universités, l'université de Lubumbashi le fait très bien, il faut amener les universités congolaises à prendre part à cette dynamique. Donc la mise à échelle, c'est quelque chose qui nous concerne tous. La mise à échelle, c'est de dire, on a réussi des choses de gauche à droite qui sont petites, on a quand même un programme RAID dans ce pays depuis une dizaine d'années, n'est-ce pas? Oui. Avec des règles que vous connaissez, vous êtes associés de gauche à droite, vous avez beaucoup d'acteurs que vous interviewez qui parlent de ces mécanismes RAID. Nous sommes dans les 3, 4, 5 pays au monde qui sont les plus avancés dans ces mécanismes. Et nous avons des réformes institutionnelles qui sont intéressantes. Eh bien, on part de tout ça, mais alors on essaye de faire un plan de mise à échelle. On fixe des priorités et on essaye de voir qui peut aider à faire en sorte que telle activité, qui est vraiment maintenant connue, puisse émerger d'une certaine manière. Mais quel répondez-vous à ceux qui pensent que cette mise à l'échelle devrait aussi être l'objectif même de financement des bailleurs de fonds, parce qu'on constate que les bailleurs qui viennent financer certains projets, à la fin, 4 ans après la fin du projet, tout s'arrête et pourtant les projets devraient plutôt être axés sur des longues durées, d'autant plus que cela pouvait permettre à aller au-delà des résultats qu'on atteint souvent. Oui, vous avez raison. Donc certains bailleurs et agences, certains bailleurs de fonds travaillent sur des projets depuis pendant 10, 12, 15 ans. Ça existe. Ne généralisons pas. Mais ils sont quand même mais ils sont quand même un peu minimes. Ouais. Donc on a une masse de projets qui sont des durées de 4-5 ans. Alors si le projet n'a pas l'occasion de poursuivre, d'abord il faut qu'il y ait une appropriation forte. Est-ce que les préalables ont été mis en place pour qu'il y ait cette appropriation? C'est ça, première question. Est-ce qu'il y a la gouvernance locale qui va accompagner ça? Est-ce qu'on est dans une région où il y a une dynamique de gouvernance multi-acteurs forte qui est là? Est-ce qu'on l'a développée? Et après, quelle est la dynamique qui va suivre? Moi personnellement, je trouve qu'un bailleur ou une agence d'exécution qui vient avec des moyens d'une région, la première chose qu'elle doit faire, c'est regarder qu'est-ce qui a été fait, regarder qu'est-ce qui mérite d'être prolongé, et un bailleur ne doit pas bouder le travail d'un autre bailleur. Un bailleur doit avoir le courage de dire, tiens, Enabel a fait ça à tel endroit, je continue. Tiens, un programme RAID a fait ça au Maindombe, mais le financement s'est arrêté, mais il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Ouais. Donc il ne faut pas que les bailleurs simplement discutent à Kinshasa dans un groupe interbailleur où on parle des choses un peu, je dirais, de supervision, vision hélicoptère. Il faut que sur le terrain, il y ait un travail de connexion des agences d'exécution entre elles. Il faut qu'un WBF travaille avec un Enabel. Il faut que Amar, qui est une structure performante, ONG congolaise, travaille vraiment étroitement avec ISCO, avec Ricolto, avec des ONG spécialisées. Il faut que la Confédération des producteurs agricoles du Congo soit associée dans toute cette dynamique parce que ce sont les paysans dans les structures et les organisations qui sont les ultimes validateurs des changements. Et vous placez quand même un focus sur les marchés et les échanges parce que la RDC, ce sont des échanges donc, du nord au sud, ce sont des échanges et je voudrais quand même que vous puissiez nous placer un mot. Qu'est-ce que vous avez découvert dans les échanges et dans les marchés? Voilà, donc c'est un chapitre qui me tient à cœur et vous allez voir l'émotion qu'il y a dans ce chapitre parce que, effectivement, quand je vais sur le terrain, je vais toujours visiter les marchés. D'abord, ça me donne une idée de ce que les gens vendent, ça me donne un panorama économique de la région. Ici, on est à Kisangani avec les vendeurs de Makala. Ouais. C'est beau, c'est émouvant et personne ne fait ça. Est-ce que vous avez vu un livre sur les marchés ruraux du Congo? Jusque-là. Personne ne fait ça. Et donc, même dans le chapitre itinérance, j'ai voulu photographier toutes les façons dont les Congolais doivent se déplacer. La pénibilité du transport. Nous sommes dans le pays record de la pénibilité des transports. Que ce soit par pirogue. Record. Que ce soit, vous voyez, le tchoukoudou, que ce soit les pirogues, c'est quand même le premier moyen de transport. Le vélo. Vélo et pirogue sont les premiers moyens de transport du Congo rural. Hein? Et je veux qu'on sorte, mais aussi qu'on voit la beauté de tout ça, qu'on voit de quelle manière est-ce que les gens vivent, se déplacent. Je pense que c'est extrêmement important, qu'on voit comment les gens pêchent, comment les gens transportent les produits agricoles. Donc c'est vraiment comment est-ce que toute l'économie qui existe fonctionne. Les cours d'eau sont aussi les voies d'acheminement, des productions, des produits de gauche à droite. Et donc voilà, j'ai accumulé des photos très belles, il me semble, sur ces sujets, et j'ai voulu communiquer une émotion. Pour moi, la ruralité, c'est aussi le contact avec comment est-ce qu'on se déplace en ruralité, et ces centres, les marchés, qui sont des centres de partage, de rayonnement, d'échange, de commerce, ça me paraît vraiment fondamental de montrer l'émotion qu'il y a
la beauté qu'il y a dans un marché à Kisangani, à Faradj, au Congo central, dans le Katanga profond, ça me paraît vraiment très très important. C'est belle comme photo ça. Oui. Mais attends, avec toutes ces belles photos qu'il y a dans ces livres, penses-tu faire une expo photo, hein? Oui. C'est quelque chose quand même oui, certainement. Donc il y aura un blog aussi de découverte. Il y aura, bon, je suis quelqu'un qui partage depuis très longtemps mes photos avec tout le monde. Okay. Voilà, c'est connu. Donc ces photos vont circuler de toutes sortes de manières. Donc c'est aussi des photos de fierté. C'est des photos qui donnent une autre image du Congo. Vous voyez ce livre ici, il est une image pour l'étranger. Hein, donc ça veut dire qu'en Belgique, ailleurs, en France, aux États-Unis, pourquoi pas dans les autres pays d'Afrique, partenaires du Congo, l'Afrique de l'Est et autres, les gens vont pouvoir avoir ce livre. En plus, il y a une version en anglais. Okay. Et donc voilà, c'est un livre qui essaie de toucher un grand public de décideurs, qui essaie de toucher vraiment d'une manière très large les Congolais de la diaspora, tout ça. Donc j'ai voulu faire un livre vraiment qui touche le maximum de personnes. C'est tout un voyage, hein, là tu nous emmènes dans un voyage au fond du Congo. Et tu dis demain 2080. Alors demain 2080... On est encore en 2030. Hein. Oui, on est en 2023. On est en 2023. Voilà, moi, mais je pense que, vous savez, aujourd'hui, par rapport au problème de réchauffement climatique, il y a des pays qui sont préparés, moins préparés. Ouais. Et il y a des pays qui préparent 2080 de manière très assidue. Je pense que pour citer un pays, les Hollandais, les Pays-Bas, puisque c'est un pays qui est constamment en lien avec la mer et que là, il y a remontée des eaux, ils se préparent. Et on sait aujourd'hui que ce pays sera mieux préparé que par exemple le nôtre. Donc par ce chapitre, je veux inciter à une forme de préparation. Et je prends dans ce chapitre, qui ne sont pas mes propos, je prends des propos de philosophes africains. Felwine Sarr va parler, Achille Bembe va parler. Donc je prends des propos de gens qui ont une certaine vision, une vision réelle de où on va se projeter. Vous savez, en 2050, en 2080, 60% des enfants qui naîtront dans le monde naîtront en Afrique. Hein? Donc il y a des choses qui sont fondamentales. Nous sommes dans un monde où la démographie est en déclin partout, sauf chez nous. Donc ça veut dire que nous devons nous poser des questions de savoir comment nous allons faire demain. Et quelle sera, parce que c'est aussi une force d'avoir la jeunesse dans son pays. Hein? Et donc nous avons une forêt. Aujourd'hui, il y a des observatoires aux États-Unis, au Maryland, il y a World Resource qui suit ça. Donc nous avons plein d'organismes qui sont capables de dire qu'est-ce qui s'est passé avec notre forêt depuis 20 ans, mais ces mêmes organismes sont capables de nous dire qu'est-ce qui va se passer si vous continuez de la même manière dans 30, 40, 50 ans. Nous devons regarder tout ça et dire est-ce que nous voulons certains changements? Est-ce que nous allons simplement laisser faire les choses comme elles sont aujourd'hui? Est-ce que nous voulons prendre notre destin en main? Quel pays nous voulons en 2080? Et donc, je ne prétends pas apporter toutes les solutions. D'ailleurs, je vous ai dit, je n'ai pas écrit moi-même dans ce chapitre. J'ai pris des morceaux, des interviews des gens, et j'ai placé une série de choses qui vont donner des idées et qui veulent permettre aux Congolais de s'ouvrir, de réfléchir et de dire, tiens, quel destin je vois pour ma région, pour ma province. Mais je vous dis déjà qu'en 2080, on a absolument besoin de la forêt. Si la forêt est réduite à un tiers de ce qu'on connaît aujourd'hui, le pays sera dans un marasme extraordinaire. Ah, Alain Huart, ça c'est très interpellateur. Hein. Donc j'espère que ceux qui vont lire ces livres, ils vont vraiment tirer profit de toutes ces alertes que vous lancez à travers votre voyage dans les Congos profonds. Alors, le livre, il est déjà apparu. Il est apparu justement cette année même, en début de cette année, au mois de janvier. Il a été porté sur fonds baptismaux en Belgique. Est-ce que vous comptez aussi le faire ici à Kinshasa? Oui, il y aura certainement des réunions de préparation. D'abord, vous avez la primeur et ceux qui suivent Environews ont la primeur parce que c'est la première interview qui se fait au Congo, la première occasion de présenter le livre avec un petit caractère officiel. Et il y aura bien sûr ces possibilités. Donc, vous voyez, le livre, il est un peu lourd, donc on va le faire venir par bateau, on ne va pas le faire venir par avion, c'est trop cher. Donc il est en cours, il va arriver dans 2-3 mois. Il y aura des fichiers PDF que je partage, vous en avez vu, n'est-ce pas, pour préparer l'émission. Donc il y aura une panoplie d'outils. Je vous ai dit, mes photos se partagent très largement, les idées aussi. Je produis des brochures techniques nombreuses sur tous ces sujets. Je les produis au nom de mon employeur, je les produis au nom de différents partenaires et de moi-même. Et donc ces brochures par exemple, font le point sur la foresterie communautaire. Aujourd'hui, j'ai un document que je partage, que je peux déjà partager de manière assez large,
là-dessus. Les modèles agricoles sédentarisés, tout le monde sait que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 15 ans. Et je suis dépositaire d'une documentation très large que je disponibilise à tout moment. Et avec des réseaux d'opérateurs, de gens qui sont un peu partout dans le pays et qui font ce travail. Donc je pense qu'au bout de tout ça, c'est le partage de toutes ces informations pertinentes que nous avons tous. Je constate que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, il y a un partage beaucoup plus massif de dossiers pertinents. Ouais. Les Congolais posent maintenant les dossiers sur le WhatsApp et tout le monde peut utiliser ça. Ouais, donc vous voyez, ça c'est une dynamique nouvelle et intéressante. Après maintenant, c'est le tri que chacun devra faire de l'information. L'information était rare, elle devient abondante. Maintenant, dans cette information abondante, il faut trouver les choses pertinentes pour chacun, pour chaque communauté, pour chaque région. Et ça, c'est le travail qui nous attend aujourd'hui. Alors, Alain Huart, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais quand même te poser une question de curiosité. Avec toutes ces connaissances que vous avez du Congo profond, est-ce que si aujourd'hui le gouvernement congolais faisait appel à cette expertise, êtes-vous prêt à apporter votre contribution? Je l'ai toujours fait. Hein. J'ai quand même été en renforcement institutionnel. J'ai été conseiller de peut-être 8 ou 9 ministres de l'agriculture et du développement rural. J'ai toujours été disponible et je l'ai toujours fait. La question, comme je vous ai dit, c'est la gouvernance multi-acteurs. Nous sommes dans un pays, comme d'autres d'ailleurs, multi-acteurs. Les organisations paysannes ont autant d'importance que l'État congolais. Les ONG congolaises aujourd'hui doivent prendre le relais dans les financements. Aujourd'hui, on voit des Congolais ou des ONG qui sont placés en haut de la gestion des projets. C'est une bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est cette gouvernance multi-acteurs. Les gouvernements provinciaux, c'est important. L'administrateur de territoire et son équipe, c'est important. Le chef de secteur, le chef de chefferie, qui a mandat sur une région grande, comme une province belge par exemple, mais qui est là tout seul avec très peu de moyens, c'est important. Donc ma disponibilité doit être à tous les niveaux de cette gouvernance multi-acteurs et bien sûr aussi au gouvernement. Alors, quel serait peut-être votre dernier mot, une sorte de synthèse de cet ouvrage de 130 pages que les Quinois ou les Congolais peuvent retenir? En tout cas, le mot peuple qui est le premier, c'est ça qui est important. Donc voilà, le peuple congolais, il est travailleur, il est courageux, il est fier et il est aussi abandonné quelque part, du moins dans la ruralité. Il faut qu'on arrive à recréer les conditions de vie en milieu rural. Il faut que les gens se rendent compte que vivre en milieu rural n'est pas une punition, mais que ça peut être un bonheur. Aujourd'hui, on voit que la vie à Kinshasa, ça devient quand même un peu pénible. Et donc, du coup, les gens du Congo central ne restent pas longtemps quand ils viennent à Kinshasa, ils rentrent chez eux, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'il faut instaurer dans ce pays la culture de la ruralité. Notre pays sera grand si nous réinstallons un lien entre la ruralité et les villes. Un lien économique, un lien culturel, un lien ressourçant, touristique et autres. Et c'est à ce moment-là que nous développerons notre pays dans des dimensions qui seront réellement durables. Merci beaucoup Alain pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ces plateaux de l'invité du week-end. Merci beaucoup Alfred. Merci à vous. Salutations à tous ceux qui vont nous suivre. Merci de votre attention et on est à votre disposition pour toute autre interview plus tard. Super. Alors un mot à tous ces gars qui t'ont filmé aujourd'hui. Tu as un mot particulier à adresser à toute l'équipe d'Environews? En tout cas, un grand merci. Je pense que vous faites un grand travail. Je pense que vous faites un travail de communication massif. Vous essayez de donner une information de qualité, exhaustive, qui ne juge pas, qui permet aux gens d'avoir les ingrédients, de pouvoir apprécier les situations dans lesquelles ils sont. Et donc je pense que ça, c'est un travail irremplaçable. Je pense que le travail des médias est un travail qui doit se développer, qui doit couvrir toute la RDC. Je salue le réseau Green Journalist Network, tous les journalistes qui nous suivent, qui sont dans des conditions de travail très difficiles, mais qui sont aussi en attente et en appétit d'en connaître plus et de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe chez eux et pourquoi pas, dans certains cas, éveiller les consciences de la population, de l'autorité, pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, c'est une première édition pour parler de ces livres. Je pense que nous aurons le temps d'aller en profondeur avec le temps que les livres puissent arriver sur Kinshasa. En ce moment-là, nous aurons peut-être encore le temps de discuter, d'échanger et de parler en détail sur certains concepts que vous avez développés dans cet ouvrage. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition et nous vous fixons rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.